Hello, ça va? Aujourd'hui on va parler d'amour. Pourquoi tombe-t-on amoureux? Et comment? Et qu'est-ce que c'est l'amour en fait? C'est mesurable? Quantifiable? Observable? Est-ce que l'amour est propre à l'être humain? Est-il instinctif ou est-ce une construction sociale? Ça fait un bon paquet de questions tout ça, hein. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années sur l'attraction physique et sexuelle, mais là on va un petit peu plus se pencher sur ce qui se passe dans notre petit cœur rempli d'amour. Enfin, c'est pas vraiment dans le cœur que ça se passe, hein, mais plutôt dans notre crâne. Le sentiment amoureux est très compliqué à expliquer et à cerner. Pourquoi est-ce que d'un coup, une personne de votre entourage va vous mettre dans des états pas possibles sans que vous ne puissiez vous raisonner? On ne choisit pas de tomber amoureux en fait. Il s'agit d'un comportement automatique et incontrôlable. Évidemment, des neuroscientifiques se sont penchés sur la question afin de comprendre ce qui s'active dans notre cerveau lorsque l'on tombe amoureux. Et c'est assez surprenant finalement. À l'intérieur de notre crâne, on retrouve de toutes petites structures à la base du cerveau nommées justement les ganglions de la base, ou les noyaux gris centraux. Certains rôles de ces ganglions sont encore largement méconnus, mais il semble qu'ils soient au cœur d'un bon paquet de comportements automatiques. Marcher, faire du vélo, conduire une voiture, etc. Tout un tas de choses que nous faisons sans trop y penser et qui deviennent des automatismes. Chez certains animaux comme les pigeons par exemple, ces noyaux gris occupent une bonne partie du cerveau, car leur comportement est principalement dicté par des automatismes. Chez nous, les noyaux gris centraux n'occupent qu'un 50e de la masse cérébrale, et pourtant sans eux, on serait vraiment bien buggé, puisqu'il faudrait réfléchir à effectuer chaque action que nous exécutons habituellement de façon automatique. Le sentiment amoureux serait en fait issu de ces petites structures cérébrales anciennes et primitives. Plutôt qu'un sentiment subtil généré par le cortex cérébral, l'amour est en fait à la base quelque chose de subconscient, profondément enfoui dans une zone relativement méconnue de notre cerveau. Pour en être bien sûr, des chercheurs en neurosciences anglais ont mené une petite expérience. Ils ont accueilli des couples amoureux en demandant à l'un des deux de rentrer dans un IRM afin d'observer son cerveau tout en lui montrant une série de photos. La plupart de celles-ci représentaient des femmes ou des hommes lambda, mais glissaient parmi ces photos un ou deux clichés de la personne aimée. Systématiquement à la vue de la personne qu'il ou elle aime, les noyaux gris centraux de la personne testée s'allumaient. Bon, j'espère par contre que parmi ces sujets tests, il n'y en a pas eu un dont les noyaux gris centraux ne s'allumaient pas, quoi. Parce que ça craint un peu comme détecteur de mensonges sinon. Si notre cerveau s'active d'une certaine manière lorsque nous sommes amoureux, c'est surtout ce que ça déclenche en nous qui rend ce sentiment amoureux si addictif. C'est loin d'être la première fois que je parle de la véritable machine à drogue qu'est notre cerveau, mais dans le cas de l'amour, c'est une petite molécule, l'ocytocine, qui serait responsable du sentiment de bien-être que la personne aimée peut vous procurer. L'ocytocine est ce qu'on appelle un neuropeptide, et elle est souvent carrément surnommée l'hormone de l'amour. En un regard avec ton crush, un petit câlin, une caresse, le son de sa voix, une pensée amoureuse ou un rapport sexuel, et boum, ton cerveau va t'envoyer une bonne dose d'ocytocine et de dopamine en bonus, histoire que tu te sentes vraiment bien à fond, tu vois. L'adrénaline va même souvent s'en mêler aussi, faisant battre ton cœur un petit peu plus vite notamment. Et ce sont donc toutes ces drogues produites par l'organisme qui vont renforcer l'addiction de deux personnes l'une envers l'autre. L'amour dans sa forme la plus basique serait en fait un mécanisme de notre propre organisme afin de nous faire rencontrer un partenaire avec lequel nous puissions potentiellement nous caser et fonder une famille. L'ocytocine a des effets à long terme sur la confiance, l'empathie, la générosité, la sexualité, le lien conjugal et social et la réactivité au stress. C'est un neuropeptide au cœur d'un bon paquet de comportements humains, dont l'attachement, la confiance, l'orgasme et même la monogamie. En effet, si l'être humain est un animal généralement monogame, ce ne serait pas forcément lié qu'à une construction sociale comme on le pense souvent, et ce n'est d'ailleurs pas observable que chez les humains. En étudiant le comportement des campagnols de prairie par rapport au comportement des campagnols de montagne, on se rend compte de détails assez troublants. Les campagnols de prairie forment des couples stables et élèvent conjointement leurs petits, alors que chez les campagnols de montagne, ça ken à droite à gauche. Ils s'occupent assez mal de leurs gamins. Ces derniers sont dépourvus de récepteurs à ocytocine, alors que les campagnols de prairie, eux, en ont pas mal. Ces petits rongeurs tout mignons ont éveillé l'intérêt des chercheurs, qui ont alors mené des expériences pour observer le niveau d'empathie et le comportement de ces campagnols face à certaines situations. Ils ont par exemple kidnappé un membre de leur famille pour l'isoler et le mettre face à une situation stressante, avant de le remettre auprès des siens. Quand même, faut pas déconner. Toute sa famille est venue le lécher et le consoler pendant un bon moment afin de le calmer. Ce comportement n'avait pas lieu face à un campagnol inconnu, mais uniquement entre campagnols proches. C'est fou. Alors au final, est-ce que l'amour que ressentent les humains les uns pour les autres ne se limite qu'à l'action d'une zone du cerveau et à un cocktail de drogue? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu plus complexe que ça quand même, l'amour? Sans doute que oui. Le sentiment amoureux prend un peu plus d'ampleur quand le cortex cérébral commence à jouer avec. En partant d'une émotion simple, d'un crush en fait, notre cerveau va commencer à intellectualiser tout ça, à se faire des films, à imaginer des choses. L'amour s'intellectualise. Et il se travaille aussi. Dans le cas de l'amour passionnel, les noyaux gris centraux font la majeure partie du taf, ainsi que le cocktail d'hormones délivré dans notre
notre organisme. Mais c'est bien connu, si on n'entretient pas la flamme, l'amour ne dure pas. De même qu'on peut ne ressentir de l'amour pour une personne qu'au bout d'un moment à apprendre à la connaître. Les sentiments, ça se travaille. Je vous vois, là les petits feignants, qui pensent qu'au bout d'un moment, c'est bon, on est avec une personne, c'est acquis, on n'a plus rien à foutre. Eh ben non, sans entretien, on se lasse. A l'inverse, pour certains, cette dépendance affective peut être stressante, pesante même. Ils vont justement chercher à l'éviter pour se préserver. L'impression de ne pas pouvoir se contrôler et raisonner correctement peut faire peur aux êtres intelligents que nous sommes. Qu'on décide de se laisser aller ou au contraire de se protéger, notre cortex cérébral peut intervenir sur le sentiment amoureux. Surtout que, comme je le disais, au bout d'un moment, la magie peut faire un petit peu moins d'effet, la passion retombe. Le philosophe néerlandais Spinoza disait même qu'aucun amour, sauf l'amour intellectuel, n'est éternel. Et si c'était vrai, quel est le secret des couples qui continuent de s'aimer sur des décennies, comme moi par exemple ? Les connexions sociales constituent un besoin très important pour l'être humain. En fait, la plupart des études menées sur la longévité des couples et l'intensité de leur amour aboutissent au constat suivant. Sans contact physique comme des câlins ou du sexe, le sentiment amoureux décline. Sans ocytocine, le lien entre deux personnes faiblit. C'est souvent un bon indicateur que votre couple déconne d'ailleurs. Une vie sexuelle au point mort, ça sent pas bon quoi. Mais encore une fois, c'est un peu décevant comme explication. Tout ne serait relié qu'à quelque chose de physiologique ? Eh bien non. L'amour passe aussi par le regard que l'on porte à son ou sa partenaire. En fréquentant la même personne quotidiennement, il peut devenir normal de la penser comme acquise, en cessant petit à petit de percevoir les détails qui vous plaisent à propos d'elle. En se familiarisant avec quelqu'un, on apprend à connaître ses qualités et ses défauts. Il nous appartient alors de choisir de nous concentrer sur un aspect de sa personnalité ou sur un autre. Ça peut sembler contre-intuitif, mais la passion, ça peut se contrôler. Plutôt que de laisser les choses se passer sans prendre les choses en main, vous pouvez toujours vous concentrer sur les choses positives que votre partenaire apporte dans votre vie, afin de ressentir les effets physiologiques propres à l'amour. Votre petit shot d'ocytocine perso, quoi. Il est également important de faire un maximum d'activités ensemble, afin de se créer des souvenirs et des expériences communes. À l'inverse des campagnols des champs, l'ocytocine ne suffit pas à elle-même, ou en tout cas, pour l'obtenir, il faut travailler, quoi. De plus en plus de personnes se proclament notamment sapiosexuelles, du latin sapiens signifiant intelligent. La sapiosexualité concernait les personnes irrésistiblement attirées par l'intelligence d'une personne, plus encore que par son physique. Pas étonnant de la part d'une espèce aussi intelligente que la nôtre en fait. Le terme est récent, mais le fait de préférer être avec une personne pas trop limitée intellectuellement n'a pourtant rien de nouveau. Au-delà d'une volonté de tout classifier, la recherche d'une stimulation intellectuelle mutuelle permettrait également à une relation de durer sur le long terme. Nous sommes toujours des animaux quelque part, gouvernés par les réactions de notre organisme, mais même s'il nous est impossible de contrôler l'amour que nous ressentons et ses manifestations physiologiques, la complexité de notre intellect empêche l'amour de ne se limiter qu'à un trip hormonal. La diversité des sexualités est d'ailleurs un bon indicateur de la richesse émotionnelle et sexuelle humaine. Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à en dire, et beaucoup de choses à chercher à en dire, mais peut-être vaudrait-il mieux garder une part de mystère à tout ça. L'amour restera toujours quelque chose d'unique et de compliqué à comprendre. Mais est-ce si important finalement de bien le comprendre? Comme le disait l'écrivain français Marcel Jouando, savoir aimer, c'est ne pas aimer, c'est ne pas savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était très cool comme sujet à traiter. Balancez-moi des petits pourquoi si vous en avez dans les commentaires comme d'habitude. Merci à tous, n'oubliez pas le petit pouce en l'air si ça vous plaît, vous pouvez cliquer là pour vous abonner, et quant à moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas, aimez-vous, je vous aime, salut!